Bonjour. Les examens complémentaires sont des examens qui nous permettent, après avoir terminé l'examen physique, de compléter les examens et en même temps d'essayer d'avoir ou d'étayer le diagnostic qu'on a supposé ou les hypothèses diagnostiques. Donc, à chaque fois qu'on suppose ou qu'on évoque la possibilité d'un diagnostic, il est le plus souvent nécessaire de demander un certain nombre d'examens qu'on va voir ensemble. Et quand on parle d'examens complémentaires, donc en fait, on fait allusion au diagnostic. Et le diagnostic repose sur l'interprétation de symptômes fonctionnels, des signes physiques et des examens complémentaires qui peuvent être donc des signes radiologiques, endoscopiques, des examens de laboratoire, l'anatomopathologie, des examens bactériologiques, immunologiques, etc. Donc il y a plein d'examens complémentaires qu'on peut réaliser chez les patients. Néanmoins, il existe trois groupes essentiels d'examens complémentaires. Ceux qu'on réalise au lit du patient, au lit du malade, les examens systématiques faciles et simples qu'on peut réaliser pratiquement chez tout le monde et parfois même pas sans justification, et les examens spécialisés qu'on demande en fonction de chaque pathologie, puisqu'à chaque diagnostic, il y a un examen ou deux examens complets. On commence par les examens qui sont faits au lit du malade. Le premier examen, c'est la température. Donc, elle s'exprime en degrés Celsius. Et donc, le but, c'est de vérifier l'homéothermie du patient, apprécier un éventuel dérèglement et ou apprécier l'efficacité d'une thérapeutique. Par exemple, un traitement antibiotique vise à éliminer donc, le germe responsable de la maladie. Et à travers la maladie, on a le symptôme qui est la fièvre. Donc en fait, si le traitement antibiotique est efficace, on a une baisse ou une réduction de la température jusqu'à sa normalisation. Et bien sûr, l'hyperthermie peut être d'origine centrale. Il arrive que les patients, à cause d'un traumatisme crânien ou à cause de problèmes liés à un dérèglement central, posent un problème d'hyperthermie sans que ça soit lié à un problème infectieux. Voilà. Donc, à partir du moment où ça dépasse 38 degrés, on parle d'hypothermie. Évidemment, la température peut s'abaisser également et être à l'origine d'une hypothermie à partir de 35 degrés et moins. Il y a différents types de thermomètres. Il y a des thermomètres à mercure, il y a des thermomètres électroniques. Donc on peut prendre la température à différents niveaux. La température rectale, c'est l'idéal, notamment chez les nourrissons. On peut la prendre au niveau inguinal, axillaire, sublingual. Il y a des thermomètres électroniques, des thermomètres à infrarouge, à cristaux liquides, plein de thermomètres qu'on peut utiliser. L'essentiel, c'est selon donc, la raison ou selon l'origine, on utilise ce qui nous permet d'avoir une température dans de bonnes conditions dans de meilleurs délais. Par exemple, si on parle actuellement de la Covid, donc vous allez voir les images tout de suite après. Donc, on prend la température donc, au réveil, après une demi-heure de repos, c'est les conseils qu'on donne à tout le monde. On peut la prendre au niveau axillaire, buccal, frontal ou à partir d'un appareil électronique. Et bien sûr, on demande également la surveillance de la température toutes les 3 heures ou quotidiennement. Vous allez voir tous les détails dans le cours de la fièvre. Voici les différents types de thermomètres que vous pouvez avoir. Donc, thermomètre à mercure classique, thermomètre électronique, qu'on peut mettre donc, au niveau buccal. On a des thermomètres qu'on peut mettre au niveau de
l'oreille, et voici le thermomètre électronique qu'on utilise actuellement dans la Covid, dans les aéroports, à chaque fois que vous rentrez dans un endroit. Donc, on vise le front et on se met à peu près à 15-20 cm du front et la température est affichée. On peut utiliser également des thermomètres à partir d'un appareil électronique relié à des fils, relié à des capteurs au milieu de réanimation médicale. Deuxième examen qu'on fait au lit du malade, c'est le recueil des urines sur un échantillon ou sur la totalité si on a besoin des urines des 24 heures. Donc le volume des urines est noté sur la feuille de surveillance, on appelle ça la diurèse. Elle peut être horaire comme elle peut être calculée ou quantifiée en 24 heures. La première des choses qu'on voit dans les urines, c'est la couleur. La couleur peut être jaune, citrin, classique, vous connaissez tous la couleur de vos urines. Elle peut être rouge en cas d'hématurie macroscopique, elle peut être brun foncé en cas d'ictère par exemple, dilué en cas de diurèse osmotique, de diabète, etc. Déséquilibré, rouge porto dans la porphyrie, hémorragique dans l'hématurie. Donc vous avez différentes couleurs. Dès que vous voyez une couleur anormale qui peut s'afficher, quand vous prenez le recueil des urines, sur l'échantillon des urines, vous pouvez déjà voir s'il y a un problème, par exemple d'hématurie, à chaque fois qu'il y a des urines qui sont colorées en rouge. Bon, s'il y a une forte infection, on appelle ça une pyurie, il y a du pu dans les urines, vous avez cet aspect-là assez caractéristique. Ce qu'on peut faire également au niveau des urines, on peut prendre une bandelette réactive et la plonger dans les urines et regarder s'il y a une hématurie microscopique, l'albumine, s'il y a du glucose, de l'acétone, le pH, la bilirubine, la densité urinaire et la leucocyture. Donc en fait, la bandelette vous montre avec des croix, vous avez des cadrans qui sont colorés en fonction de la présence ou l'absence de ces substances. Et c'est un examen qui se fait normalement à la fin de l'examen clinique qui est très important. Ça peut nous renseigner sur la présence d'une hématurie microscopique en cas d'atteinte rénale par exemple. La présence d'albuminurie également est signe de la présence d'un syndrome glomérulaire. Le glucose et l'acétone, c'est pour la cétoacidose diabétique. L'ictère peut donner donc une élimination de la bilirubine à travers les urines et la leucocyturie pour voir s'il y a une infection urinaire. Bien. Dans les examens systématiques, il y a le groupage obligatoire pour tous, et bien sûr en déterminant le résus dans le système ABO, avec résus positif et résus négatif. Chaque personne doit connaître son groupage, c'est important en cas d'accident pour ne pas perdre de temps, et bien sûr vous devez vous connaître si vous êtes donneur ou receveur universel. Vous devez avoir également une carte de groupage dans vos affaires ou sur votre téléphone. L'essentiel, c'est de vous identifier à partir de votre groupage, c'est-à-dire connaître votre groupage. Et on peut toujours avoir besoin de vous, ou au contraire, vous pouvez avoir besoin des autres, et en urgence, parfois des secondes comptent. Dans les examens systématiques, on a ce qu'on appelle également la numération formule sanguine qui peut vous donner une idée sur vos globules rouges, le taux de globules blancs, l'hémoglobine, les plaquettes, etc. Et vous avez des chiffres chez les femmes, chez les hommes. En fonction de ces chiffres, vous avez la normale et vous comparez. Vous pouvez dire si vos globules rouges sont normaux, sont abaissés. En cas d'infection, vous avez une augmentation du taux de globules blancs. Et ça a une importance capitale. La numération formule sanguine est un examen systématique, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être justifié nullement. Et regardez les renseignements qu'on peut avoir d'anémie qui n'est pas spécifique d'aucune maladie, l'augmentation du taux de globules rouges ou de l'hémoglobine, la leucopénie, l'hyperleucocytose, l'embopénie ou l'augmentation des plaquettes. Vous verrez tout ça dans le module d'hématologie.
Les examens systématiques comprennent également la vitesse de sédimentation. Donc, on voit la vitesse de sédimentation dans un tube qu'on place debout, enfin à la verticale, et on voit à peu près la vitesse de sédimentation des éléments qui sont contenus dans le plasma. Et bien sûr, ça peut orienter sur le plan diagnostique. À chaque fois que vous avez une VS accélérée, ça suppose qu'il y a un problème inflammatoire ou infectieux ou cancéreux, etc. Et bien sûr, ça permet également le suivi de la maladie. Quand quelqu'un se présente au départ avec un syndrome inflammatoire, une VS accélérée, à partir du moment où il reçoit un traitement et que ce traitement est efficace, la VS donc régresse et diminue progressivement. Elle peut être accélérée dans les maladies inflammatoires, infectieuses, tumorales, hémopathie, maladies systématiques, comme elle peut être faussement élevée ou faussement basse. À cause de l'hémodilution, on peut avoir une anémie, l'anémie et la grossesse peuvent donner une VS faussement élevée, c'est l'hémodilution, et elle peut être faussement basse en cas de cryoglobulinémie, en cas d'insuffisance rénale chronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez une VS, vitesse de sédimentation basse, c'est quelqu'un qui a une insuffisance rénale chronique. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'infection, d'inflammation, de tumeur. C'est lié à son insuffisance rénale qui va abaisser anormalement la VS et donner une fausse vitesse de sédimentation. Toujours dans les examens systématiques, la fonction rénale. Le rein est un organe qui peut donc être touché par la maladie et souvent l'insuffisance rénale passe d'une manière insidieuse et sournoise et on se rend compte qu'il y a une insuffisance rénale à un stade vraiment avancé et terminal. Et c'est pour cette raison qu'on doit systématiquement doser la fonction rénale parce que ça nous aide également à choisir nos traitements parce que les traitements souvent sont éliminés par voie rénale et quand le rein est insuffisant ou quand la fonction rénale n'est pas normale, on est obligé soit d'éviter un certain nombre de médicaments ou de réduire leur dose euh, ou d'adapter la posologie en fonction de ce qu'on appelle la clairance de la créatinine ou le débit de filtration glomérulaire. La glycémie est également une maladie, le diabète est une maladie asymptomatique, sournoise et qui peut passer inaperçue pendant des années et des années. Donc, tant que la glycémie ne dépasse pas 2 grammes, vous n'aurez absolument aucun symptôme. Et c'est pour ça qu'on fait une glycémie systématiquement à partir de l'âge de 35 ans, ou si on a par exemple des symptômes du diabète tels que le syndrome polyurédipsique. La radiographie du thorax, nous le sommes peut-être toujours, un pays d'endémie tuberculeuse, donc on fait des radios pour ne pas passer à côté d'une tuberculose, et puis on fait l'IDR en fonction du contexte épidémiologique. L'IDR, c'est l'intradermoréaction à la tuberculine, ou quand on a une notion de comptage tuberculeux. La troisième partie de nos examens, nous avons vu donc la première partie qui était les examens réalisés au lit du patient. La deuxième partie, c'était les examens non spécifiques, c'est-à-dire que quand vous recevez un patient qui est fatigué, un patient qui ne se sent pas bien, ou vous n'arrivez pas à situer quoi que ce soit, bon, la moindre des choses, c'est de demander une formule sanguine, une fonction rénale, une glycémie, une créatinine et une VS. Ce sont des examens qui ne sont pas spécifiques, qui ne sont pas spécialisés, qui vous permettent déjà d'avoir en première intention un bilan qui vous permet de vous orienter quelque part vers un problème inflammatoire, etc. La dernière partie des examens spécialisés, ce sont les examens qu'on demande en fonction de la suspicion diagnostique. Exemple, donc on fait une endoscopie digestive devant une douleur épigastrique à la recherche d'un ulcère gastro-duodénal, d'une gastrite, d'une œsophagite, d'une hernie hiatale, etc. en fonction de la douleur suspectée. On peut demander une échographie abdominale pour chercher une hépatomégalie, donc c'est une augmentation de la taille du foie, une augmentation de la taille de la rate qu'on appelle splénomégalie.
Si on retrouve une masse abdominale à la palpation, si on tombe sur une ascite ou on suspecte une lithiase, par exemple, une rade vésiculaire, etc., pancréatique. Donc le scanner cérébral, on le demande après l'échographie abdominale. Et si vous suspectez, donc un scanner abdominal par exemple, si on veut confirmer ce qu'on a retrouvé au niveau de l'échographie abdominale et aller vers des coupes plus spécifiques et plus raffinées, on demandera un scanner abdominal. Le scanner cérébral, on le demande devant un accident cérébral souvent ou d'autres pathologies qu'on suspecte. On peut le faire donc sans injection de produits de contraste ou avec injection de produits de contraste. Donc, par exemple, le BK, des BK dans les crachats, recherche de bacilles de coque. Si on suspecte une tuberculose, on peut diagnostiquer également la tuberculose par la NAPAT quand on trouve un granulome gigantocellulaire avec la présence d'un caséum. Les radiographies du thorax, des articulations, l'abdomen sans préparation en fonction de la symptomatologie d'appel. On peut demander les gaz du sang, la gazométrie devant une hypoxie, devant une cholestase, devant une acidocétose diabétique, etc. Et la cytoponction, donc, ou la biopsie ganglionnaire sont demandées devant une adénopathie avec une suspicion, une arrière-pensée, soit infectieux, soit cancéreux, soit autre. Bien, ceci étant dit, on passe maintenant à ce qu'on appelle la surveillance d'un malade alité. Et vous savez qu'à chaque fois qu'une personne reste longtemps couchée ou alitée, elle risque de faire des complications liées à cet alitement. Et on doit prévenir un certain nombre d'accidents, sinon l'alitement va entraîner des conséquences qui peuvent être retentir sur le pronostic fonctionnel ou le pronostic vital. Et du coup, donc, vous avez la courbe de surveillance qui vous permet déjà d'avoir une idée sur la température du patient, son pouls, sa tension artérielle, sa diurèse, le nombre de selles, le poids une fois par semaine. Déjà, ça vous donne une idée assez précise sur l'évolution de la maladie, sur l'évolution des traitements, etc. On peut mettre également sur la fiche de surveillance donc le régime indiqué chez le patient. Donc, il peut recevoir l'un de ces régimes en fonction de sa maladie et on vérifie si le patient est bien en train de recevoir son régime ou de le suivre en fonction donc des maladies et des pathologies. Sur la fiche de surveillance également, on met les traitements appliqués, soit une perfusion, une transfusion ou médicaments indiqués. Donc on met le nom du médicament, la posologie du médicament, le mode d'administration, les horaires d'administration, la durée du traitement. Exemple, on met amoxicilline 1 g en intraveineux direct à 8 heures, à 16 heures, à 20 heures pendant 7 jours. Et donc l'infirmière, quand elle voit ça, elle va injecter 1 g d'amoxicilline, 3 fois par jour, c'est-à-dire à 8 heures du matin, à 16 heures et à 20 heures. Et elle le fera pendant 7 jours, sauf si vous arrêtez entre-temps. On a parlé, par exemple, hier d'allergie. Si le patient, après injection d'amoxicilline, développe une allergie, tout de suite, on arrête le traitement, on ne va pas continuer jusqu'à 7 jours. Et dans les suites évolutives, vous marquez sur la feuille d'observation s'il y a apparition de nouveaux symptômes, s'il y a une complication qui est liée à la maladie causale est survenue, s'il y a une complication liée au traitement ou à un effet secondaire du traitement. Tout ça est noté dans le suivi. Voici les complications maintenant de l'allaitement. C'est-à-dire que si vous faites déjà cette première partie avant d'arriver aux complications, si vous suivez bien l'état du patient, la température, les effets du traitement, l'évolution de la maladie, vous pouvez déjà éviter pas mal de problèmes. Mais en gros, ce qui guette le malade, ce qui peut arriver au malade quand il est alité, c'est plusieurs complications. Donc il peut déjà développer une thrombophlébite parce qu'à chaque fois qu'il y a un ralentissement de la circulation, il y a donc une stase sanguine et cette stase peut être à l'origine de thrombose. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On met une anticoagulation préventive et c'est ce qu'on fait également juste après l'accouchement. On
donne un anticoagulant chez la femme pour éviter des thromboses du postpartum. Encombrement bronchique, vous savez que il y a une accumulation des sécrétions bronchiques. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Chez un patient alité ou comateux, on essaye d'abord d'aspirer régulièrement les bronches et puis on fait une hydratation correcte. Sinon, les bouchons peuvent être à l'origine d'atelectasie suite donc à une obstruction des bronches, d'une ou plusieurs bronches. On peut avoir également des positions vicieuses, surtout articulaires, chez les gens qui sont âgés, chez les personnes qui ont de l'arthrose ou qui ont déjà des problèmes articulaires ou non. Et c'est pour cette raison, quand vous voyez une personnalité au niveau de la télévision, au niveau des films, il y a toujours quelqu'un qui est en train de masser les muscles ou de faire des mouvements au niveau des articulations pour éviter que la personne ait une position vicieuse. Les mucoses buccales, donc on fait un soin local de la bouche, on nettoie la bouche régulièrement, et puis l'ostéomalacie, si ça se prolonge trop longtemps, un défaut de mobilisation, ça se voit souvent quand on a une fracture immobilisée par un plâtre ou un sujet âgé ou une personne grabataire. Donc, le défaut d'ensoleillement, le défaut de mobilisation entraînant un déficit en vitamine D et de l'ostéomalacie qui sera à l'origine de déformations osseuses, de douleurs osseuses et surtout de fractures osseuses. Voilà, donc ça, comment on fait? Donc, on aspire, on donne une anticoagulation préventive pour la thrombophlébite, on aspire les branches, on fait rééducation, des soins locaux, et puis les escarres. Pour éviter que le patient fasse des escarres, on met les patients sous matelas anti-escarres, on les change de position, on les masse et on talque régulièrement la peau avec du talc ou d'autres substances. C'est pour permettre surtout d'éviter des frottements de la peau avec donc une surface. Et la meilleure des façons, c'est évidemment d'éviter la même position. Et donc, on met sur la pancarte donc, des indications. Et normalement, chaque 2 heures, le patient change de position ou est changé par une équipe pour éviter les frottements. Parce que pour éviter les escarres, on a des automatismes. Par exemple, quand vous dormez le soir, il arrive un moment où vous changez de position. C'est un automatisme, un réflexe automatique qui vous permet d'éviter de rester sur la même position. Et si vous laissez votre patient, il va faire des escarres, surtout au niveau du sacrum, du matelas, des talons, des oreilles, des positions qui sont en contact avec une surface. La dernière partie concerne donc les techniques de pratique médicale courante que vous allez apprendre dans les services. C'est l'injection sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse et l'injection intradermique. Donc pour ce faire, il faut du matériel stérile, donc des gants stériles, il faut des compresses stériles, quelque chose pour désinfecter notamment de l'alcool, et évidemment avant de commencer quoi que ce soit, on commence par se laver les mains. C'est la meilleure des hygiènes. On se lave les mains avant, on fait notre geste et à la fin, on jette le matériel utilisé parce que c'est du matériel jetable et on se relave les mains. Encore une fois, c'est la meilleure des façons d'éviter donc d'être contaminé ou de contaminer les autres. Les injections intramusculaires se font avec des seringues à 5 cc avec des aiguilles de 3 à 4 cm et on injecte donc au niveau de la face supéro-externe de la fesse pour éviter donc de toucher le nerf sciatique. Voilà, donc on aspire avant d'injecter le produit pour vérifier si on n'est pas dans un vaisseau. Et puis, d'un coup sec, on enfonce l'aiguille perpendiculairement à la peau et on fait une injection lente, douce, pour éviter la douleur et pour éviter parfois des chocs liés à une injection faite trop rapidement.
Bon, avant de faire l'injection intramusculaire, vous vérifiez si le produit est conçu pour ça, parce qu'il y a des produits qu'on ne peut pas injecter par voie intramusculaire. C'est pareil, quand vous avez une injection sous-cutanée, la différence c'est que vous voyez que les aiguilles sont plus fines, 25 mm de long, et à peu près 7 à 8 mm de calibre. On peut avoir même des aiguilles, par exemple, pour les injections d'insuline jusqu'à 4 mm pour les enfants, 5 mm, 6 mm, et qui peuvent aller jusqu'à 8 mm, surtout dans les stylos jetables. Les aiguilles comme ça peuvent avoir une longueur jusqu'à 12 mm. L'injection sous-cutanée peut se faire au niveau de la face interne, antéro-externe de la cuisse, la face externe du bras, l'abdomen, après désinfection, et on met l'aiguille à 45 degrés, si elle est de 12 mm à peu près, mais avec les nouvelles aiguilles plus fines, on peut la faire directement en perpendiculaire. On peut faire des perfusions intraveineuses pour réhydrater le patient. On peut également utiliser des transfuseurs pour transfuser, donc faire des transfusions sanguines ou des culoglobulaires. Dans la perfusion, on peut rajouter au sérum des produits, des antibiotiques, autre chose. On peut perfuser de l'albumine et on peut calculer selon le nombre de gouttes, etc. Les aiguilles sont plus fines quand il s'agit de nourrissons. Vous avez des intradules différentes selon l'aiguille, selon la veine que vous allez perfuser. On peut mettre au niveau des jugulaires, etc. Et on choisit donc la taille de l'aiguille en fonction de la veine qu'on va perfuser. Évidemment, il existe actuellement des pousse-seringues ou des seringues électriques que vous réglez en fonction de ce que vous voulez faire. Par exemple, je vous donne l'exemple de l'insuline. Avant, dans les comas acidocétosiques, on donnait 10 unités chaque heure jusqu'à la négativation de l'acétonurie. Maintenant, on donne à peu près 5 unités par heure. Donc on règle l'appareil on met de l'insuline et diluée et une fois qu'on règle 5 unités par heure, il n'y aura que 5 unités qui passeront pendant l'heure et c'est beaucoup mieux et ça marche beaucoup mieux que de donner chaque heure 10 unités, 5 unités, etc. Bon, il n'y a pas que l'insuline qu'on donne par pousse-seringue, tous les produits de réanimation, notamment les toniques cardiaques, etc., on les programme par pousse-seringue. Il y a plein de produits en cancérologie qu'on donne par pousse-seringue, ça permet une précision meilleure. L'injection intraveineuse peut se faire avec des seringues différentes, de 5, 10, 20, 50 cc, etc. Et bien sûr, on évite d'injecter de l'air, parce que si vous injectez 2 cc d'air, vous pouvez entraîner une embolie gazeuse. Il est contre-indiqué d'injecter des produits huileux, parce que vous allez entraîner également une embolie. On ne fait pas d'injection rapide, ça peut entraîner une syncope. Et on vérifie d'abord si le produit est destiné à une injection intraveineuse. Bon, on désinfecte, on met un garrot et on vous apprendra à faire tout ça dans d'excellentes conditions. On peut ponctionner la veine quand on fait, par exemple, c'est la même technique que l'injection intraveineuse. Cependant, il faut aspirer le sang avant de retirer le garrot et des aiguilles suffisamment, de 9 dixièmes à peu près, pour éviter la coagulation du sang. C'est le diamètre de l'aiguille. Et le but, c'est faire des prélèvements pour faire des analyses et des bilans. On peut faire des réactions, des QT-réactions, des interdermoréactions avec des petites seringues comme ça pour tester, par exemple, un produit allergique chez une personne, etc. On peut faire l'intradermoréaction à la tuberculine et voir si le patient réagit après 48-72 heures. Ce que vous devez voir également, c'est comment réaliser la ponction décereuse. On fait une ponction décereuse. Les séreuses sont au nombre de 4. Vous avez le péricarde, vous avez la plèvre, vous avez l'acide et vous avez la ponction pleurale, la ponction lombaire.
Donc, on peut faire une ponction exploratrice comme on peut faire une ponction évacuatrice. Par exemple, une acide abondante peut nécessiter, ou un épanchement pleural abondant, une ponction évacuatrice. Et on profite pour faire une exploration en analysant les bactéries, le taux d'albumine, etc. Donc, ponction d'acide, ponction pleurale, ponction péricardique, ponction lombaire, qui peuvent se faire et dans de bonnes conditions. Bien sûr, la sepsie tout d'abord. Et puis, on prend par exemple pour la ponction d'acide, la diagonale qui va de l'ombilic jusqu'à l'épine antéro-supérieure. Et au niveau du tiers externe, on pique ici avec une aiguille de perfuseur. Et dès que vous avez du liquide qui apparaît, vous laissez, vous remplissez les tubes que vous allez analyser, ou vous laissez couler pour enlever la quantité indiquée pour soulager le patient si l'acide est importante. Évidemment, on pique toujours sur le côté gauche parce qu'à droite, il y a le côlon descendant que vous pouvez toucher. Il y a également le foie s'il est donc on fait toujours la ponction sur le côté gauche. On peut faire la ponction pleurale, donc également c'est le bord supérieur de la côte inférieure. Vous avez deux côtes et vous visez le bord supérieur de la côte inférieure pour éviter le paquet vasculo-nerveux. Position généralement assise, et vous évacuez. Vous faites également une exploration du liquide pleural. On peut demander également une ponction lombaire, soit en position couchée sur le côté, soit en position assise. On palpe les deux apophyses épineuses et entre les deux, on met l'aiguille pour explorer le liquide céphalorachidien quand on suspecte par exemple une méningite ou quand on recherche une dissociation albuminocytologique dans certaines maladies inflammatoires, etc. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire, et si le temps nous permettra, si la Covid nous permettra, on fera tout ça, et vous allez voir dans les différents services, par exemple, la ponction d'acide, elle est très fréquente en médecine interne, notamment au milieu de gastroentérologie, la ponction pleurale, beaucoup plus en pneumophysiologie, la ponction lombaire, beaucoup plus au service des maladies infectieuses, comme on peut le faire aux urgences, comme on peut le faire dans les différents services, on peut faire toutes les ponctions, mais l'essentiel c'est de voir comment les réaliser, comment et surtout observer les règles d'asepsie rigoureuses. Je vous remercie pour votre attention.